puis il y a la fameuse critique que finalement l'IA n'est pas si intelligente, même si les Ouais. LLM sont quand même, bluffantes, d'une certaine Oui, oui, manière. tout à fait. En fait, les LLM sont allées plus loin que ce qu'on pensait qu'elles pourraient faire, c'est-à-dire traiter la tâche de réaliser d'écrire du texte. En fait, ça s'est révélé être, assez puissant, et je pense que ça a été aussi l'occasion, à la fois pour une partie des chercheurs, mais aussi pour l'humanité, de prendre conscience de ce qu'est le langage. Le langage, finalement, c'est une structure, grammaticale qui est extrêmement puissante et qui véhicule beaucoup de sens, beaucoup plus qu'on ne le croyait peut-être, quand on n'était pas spécialiste. Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le cycle décideur et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Manuel Davy, entrepreneur dans l'IA depuis 2008 et ancien chercheur. Il nous éclairera sur les évolutions technologiques, mais aussi ce que cela bouleverse sur le champ professionnel, tant pour les travailleurs que pour les organisations. Mais avant de démarrer cet entretien, place à l'édito. Avec Manuel Davy, il tient une rare posture de chercheur qui n'a jamais quitté le terrain des organisations. Manuel Davy est l'un de ceux qui, depuis des années, travaillent à rendre l'IA lisible pour les dirigeants. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé de nature dans nos environnements professionnels. La question, fil rouge de cet épisode, est si l'accélération effrénée des capacités délivrées par les systèmes d'IA pousse vers la commodétisation de l'intelligence. C'est ce qu'aurait déclaré récemment Sam Altman. En mars 2026, Anthropic publie une étude. Elle mesure non plus ce que l'IA pourrait faire théoriquement, mais ce qu'a priori, elle fait déjà en pratique selon Anthropic. Les résultats de cette étude sont vertigineux, mais pourraient être biaisés. Qui seraient les plus exposés selon cette étude? Les managers, les ingénieurs en informatique, les travailleurs de la connaissance. Finalement, pas de choc subi et de choc frontal, brutal de chômage qui est détectable, mais plutôt un ralentissement des recrutements juniors. Et selon leur CEO, Dario Amodei, il prévient que l'IA pourrait supprimer la moitié des postes d'entrée de gamme pour le col blanc, les fameux cols blancs. Prophétie autoréalisatrice, stratégie de distribution commerciale plutôt bien pensée, déguisée en alerte sociale ou les deux à la fois, difficile d'y voir plus clair. C'est ici que la conversation commence et prend une tournure intéressante sur À bout de taf avec Manuel. Merci Manuel d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Est-ce que c'est pas trop, vertigineux pour quelqu'un d'être, depuis 2008, dans le secteur et d'observer cette accélération? À vous la parole, dites-nous ce que vous ressentez déjà pour commencer en tant qu'humain professionnel, sur le sujet. Bah, c'est un sentiment, tout à fait, ambigu et partagé, je dirais. D'une part, on ne peut quand on a travaillé toute sa vie dans le domaine de l'IA, on ne peut que se réjouir, de voir, le succès de cette technologie, finalement que j'ai porté à travers mes travaux de recherche, puis, depuis plus de 20 ans maintenant en tant qu'entrepreneur. Et donc forcément, c'est une réussite, de ce domaine, de recherche et de cette technologie qui est tout à fait fascinante. Et puis après, j'ai aussi, plus de réserves, sur la façon dont elle est reprise, je dirais, pour des intérêts économiques, dans les médias. Elle est souvent décrite de manière, assez incompétente par les personnes qui en parlent. Elle est l'objet de nombreux amalgames, elle est l'objet aussi de manipulations et d'une surenchère financière, qui sont, un petit peu, je dirais, tristes à observer. Mais je dirais, c'est une technologie qui a de toute façon, vocation à s'installer dans nos vies. Elle est présente et donc, plutôt que de rester les mains dans les poches à observer ce qui se passe, avec ses sentiments partagés, bah, pour ma part, j'ai choisi d'être, acteur en fait de cette transformation et de d'agir pour donner, à la fois des solutions, concrètes et qui apportent de la valeur, mais aussi pour donner du sens et de la vision et de la compréhension, sur cette technologie. Donc, déjà dans ton premier discours, là, il y a des questions de sens, de discours, Ouais. d'action. On est, au cœur de la distinction possible Mmh. entre l'IA et l'humain. Vous pouvez nous en dire plus sur cette question de Ouais. l'IA? Le terme, semble, Mmh. englober, pas mal de choses. Alors le mot IA est imposé dans le débat historiquement et pour ma part, je considère qu'on ne peut plus le changer maintenant. On peut le critiquer, il n'est pas bien choisi certainement, mais ce que je propose plutôt, c'est d'en donner une définition, vérifiable. Ce que j'aime bien faire, c'est de dire,
Si on fait un peu l'évolution des technologies, on avait l'informatique avant. L'informatique, pour moi, ça se résume à quand l'ordinateur, peut faire ce que j'appelle des tâches intellectuelles. Donc c'est-à-dire, calculer, compter, écrire un texte, et cetera. Ça, c'est ce qu'on faisait avec l'ordinateur. Ce que rajoute l'IA, c'est le mot complexe. La machine maintenant traite des tâches intellectuelles complexes, au sens que j'appellerais épistémologique. C'est-à-dire un truc complexe, un truc qu'on ne peut pas simplifier en le coupant en petits morceaux et en l'analysant par morceaux. C'est un truc qu'on doit prendre dans sa globalité et qui va toujours montrer des parts d'incompréhension d'étonnement. Et donc c'est ça l'IA, c'est quand la machine, elle a passé cette étape, elle passe de la tâche intellectuelle à la tâche intellectuelle complexe, et on peut le reconnaître par un certain nombre de caractéristiques, hein. Il y a beaucoup de données, il y a des données qui sont fausses ou imparfaites, il n'y a pas une équation qui donne le résultat. On a du mal à décrire précisément ce qu'il faut faire pour avoir le bon résultat. On n'a pas prévu tous les cas d'avance. Donc tout ça, ça caractérise le complexe. Et donc l'IA, c'est finalement cette technologie qui permet de traiter ces tâches de cette nature-là. Oui, d'une certaine manière, il y a aussi la distinction entre, les différentes technologies utilisées pour Oui. arriver à ces systèmes d'IA. Donc il y a de Mm. la linguistique, heu, désormais aussi de l'agentique, les world models. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Peut-être Ouais. même, l'algorithmique auparavant, pour mieux comprendre cela et le machine learning, le deep learning, enfin, on a l'impression, d'être Mm. dans un gloobie-global, technique. Ouais, ouais. Alors, les ingénieurs et les chercheurs qui conçoivent les systèmes d'IA, ils partent de la tâche. Je vais parler tout de suite de tâches intellectuelles complexes. Donc, il y a autant d'IA spécialisées finalement qu'on va trouver de tâches intellectuelles à réaliser. Il y en a pour faire, je dirais, pour jouer aux échecs. Ça fait des années déjà. Il y en a pour jouer au Go. Oui. Il y en a pour faire de la planification des stocks. C'est ce que je fais avec une de mes sociétés qui s'appelle Vecchia. Il y en a pour écrire du texte. Ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les chatbots. Donc, à chaque fois qu'on a une tâche intellectuelle particulière, les ingénieurs, ils vont chercher à créer des systèmes qui répondent et qui réalisent ce type de tâches complexes. Les fondamentaux de l'IA, globalement, ils datent de la moitié du XXe siècle, hein, donc ça fait 60 à 70 ans que les principes fondamentaux mathématiques ont été posés. Ce qui a vraiment changé dans les dernières années, c'est le passage à l'échelle, à la fois en termes de données, de puissance de calcul et de communauté de recherche et d'utilisateurs. Et donc ce passage à l'échelle, il a pour effet que c'est objectivement plus puissant, ça traite plus de tâches et on s'en sert beaucoup plus. Donc c'est ça qui a changé réellement, mais le fondamental scientifique, lui, n'a pas évolué radicalement, je dirais, dans les dernières années. Et on reste dans ce paradigme entre trouver une façon de faire une tâche et créer un algorithme sur la base de données qui va apprendre à faire correctement cette tâche. Et puis, il y a la fameuse critique que finalement l'IA n'est pas si intelligente, heu, Oui. d'où, les nouvelles, formes de recherche informatique, pour, trouver cette AGI, qui ne viendrait pas, des LLM, même si les Ouais. LLM sont quand même, bluffantes, d'une certaine Oui, oui, manière. tout à fait. En fait, les LLM sont allées plus loin que ce qu'on pensait qu'elles pourraient faire, c'est-à-dire traiter la tâche de réaliser, d'écrire du texte. En fait, ça s'est révélé être assez puissant. Et je pense que ça a été aussi l'occasion, à la fois pour une partie des chercheurs, mais aussi pour l'humanité, de prendre conscience de ce qu'est le langage. Le langage, finalement, c'est une structure grammaticale qui est extrêmement puissante et qui véhicule beaucoup de sens, beaucoup plus qu'on ne le croyait peut-être quand on n'était pas spécialiste. Et puis le deuxième point, c'est que dans le langage, il y a aussi des concepts qui sont véhiculés par des mots et que, dans les textes qui ont été écrits par le passé par l'humanité, les mots viennent pas dans un ordre, aléatoire. Les concepts sont souvent liés entre eux. Ce qui fait que quand on met ensemble la grammaire et les liens naturels qui existent entre les concepts dans les textes, eh bien on crée une suite de caractères qui pour la machine ne sont que des chiffres, mais qui pour nous, font du sens. Et c'est ça qui nous a surpris et à juste titre, c'est-à-dire que c'est déraisonnablement efficace sur un certain nombre de tâches, dans la capacité à restituer le sens, qui existe déjà dans les textes qui ont été écrits. Donc c'est ça qui nous a un peu bluffé dans l'IA générative. Et donc pour compléter sur cette partie intelligence artificielle générale, en fait c'est une voie sans issue avec les technologies actuelles. Donc on ne va pas vers l'intelligence artificielle générale, et je l'affirme d'autant plus que l'intelligence artificielle générale, c'est au-delà de la tâche. C'est-à-dire, c'est être capable de traiter une infinité de tâches mieux que l'humain. Or, pour pouvoir faire ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faudrait changer de paradigme sur l'apprentissage. Aujourd'hui, un apprentissage, c'est pour bien faire une tâche. Sauf que là, on est par rapport à non pas un nombre fini de tâches, comme écrire un texte, faire une image, faire une vidéo, ça c'est des tâches individuelles, mais une infinité de tâches. Et donc, on se rend bien compte qu'en fait, il faudrait d'autres principes scientifiques
Et aujourd'hui, personne ne les a posées sur la table, même les plus avancés, comme Yann Lequin ou même dans les laboratoires les plus en pointe. Donc on ne sait pas encore ce qu'il faudrait faire pour faire de l'intelligence artificielle générale. C'est de la science-fiction, l'état actuel des connaissances scientifiques. Et puis d'une certaine manière, est-ce que les organisations parce qu'au final, une IA générale serait financée par un système, productif et économique. Est-ce que cette IA générale a une forme, d'intérêt, de valeur, pour une entreprise? À quel point elle serait prête, à la payer? Mmh. Enfin, on pense aux robots, nordiques, à 20 000, à 20 000 $ ou bien aux robots d'Elon Musk. Est-ce que finalement, 20 000, 10 000 $, est-ce que finalement une IA générale, ça serait beaucoup plus coûteux, en particulier, dès la sortie? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, à part pour les labos bien sûr et pour l'avancée de la science, mais dans le quotidien de la production, non pas spécialement. En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas ce que ce serait l'IA générale. On peut peut-être faire appel à des auteurs comme Isaac Asimov, qui a écrit, notamment dans Le cycle des robots, et décrit une société, qui est, finalement gérée par des super intelligences, qui s'occupent de gérer les entreprises et de gérer l'économie et de gérer la politique. Donc ça peut être une façon de faire. Mais je dirais dans cette, avec un pas de recul, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que cette vision-là, en fait, elle nous ramène à la même vision de l'entreprise qu'on avait au moment de l'industrie, du démarrage de l'industrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taylorisme. Et le taylorisme, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à dire, bah, pour les cols bleus en l'occurrence, on va remplacer un travail complet par, on va le découper en petites tâches, on va avoir des gens qui vont faire qu'une certaine tâche donnée. Et bien, on est en train d'appliquer le même système, en fait, à la pensée intellectuelle. Alors ça peut fonctionner, mais ça fait, une part d'ombre énorme sur la réalité de ce que c'est qu'un métier, de ce que c'est qu'une entreprise. Ce n'est pas qu'une somme de tâches à réaliser. C'est beaucoup Et ce plus qui que est ça. faux. Ce qui est faux, c'est que quand même la science, que ce soit, dans la psychologie du travail, la clinique du travail, les la psychologie des organisations, enfin, il y a plein de champs, qui ont déjà étudié, les limites du taylorisme pour, les cols bleus. Donc d'une certaine manière, on pourrait se dire que, f appliquer ce paradigme à la connaissance, ou à la production, on va dire, des tâches, pour les cols blancs, heu, Mmh. arriverait d'une certaine manière à une limite. Après, je sais pas où se situerait cette limite, mais ça semble pas Et forcément le bon paradigme à prendre. exactement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des intérêts économiques très forts, vous citiez tout à l'heure Anthropic, on peut citer OpenAI. Eux, ils essayent de vendre une technologie, donc ils ont intérêt à faire passer l'idée qu'une technologie permet de résoudre les tâches de l'entreprise et donc de remplacer l'entreprise. Ce qu'on est en train de dire, c'est que elles peuvent déjà, et c'est tout à fait intéressant, assister et voire, faire une partie des tâches humaines et qui sont en général, il faut bien le reconnaître, pas les plus intéressantes. Mais par contre, tout ce qui va autour de la pensée créative, de la pensée liée à la déontologie et à l'éthique, tout ce qui est lié à la pensée critique, qui est fondamentale pour qu'une entreprise aille dans la bonne direction, formuler une vision, et cetera, c'est pas une tâche au sens, de ce que peut faire une machine. Donc pour le faire, il y a des tâches à résoudre. Pour créer une vision, bah, il faut aller chercher de l'information, ça on peut le confier à la machine. Mais à un moment donné, mettre, en avant, ses tripes, son intuition, ses convictions, ça ne relève pas de la tâche au sens traditionnel. Donc la machine, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut pas rentrer là-dedans. Il y avait cette phrase à un moment qui disait que les logiciels ont «mangé», entre guillemets, le monde ou le monde économique pour être précise. Est-ce que finalement l'IA, est en train de manger, les logiciels? Avec une critique, particulière, c'est que, les éditeurs en ce moment sont en train de faire des deals avec l'IA ou de développer eux-mêmes leur propre IA, mais que dans les organisations, heu, on va dire le rythme n'est pas du tout le même parce qu'on a encore de l'historique avec des vieux logiciels, qui s'apparentent à des ERP codés avec du vieux langage. Alors les 2 ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que, alors il y a beaucoup d'aspects dans la question que vous posez, on va commencer par les À la vieux découper. logiciels. Les vieux logiciels type ERP, en fait, ils ont, effectivement un certain nombre de limites, qui sont frustrantes pour l'utilisateur, mais ils ont un énorme mérite, c'est qu'ils donnent un espèce de lieu organisé où on peut mettre les données qui représentent l'activité de l'entreprise.
Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Le modèle de données des ERP, en fait, est un asset, qui a beaucoup de valeur. Ce qui par contre en a parfois un peu moins, c'est, l'interaction utilisateur, c'est le branchement avec d'autres systèmes, où là, effectivement, le fait de mettre en place des agents, de mettre en place des robots conversationnels et cetera, va permettre, et permet déjà d'ailleurs une interaction utilisateur, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus satisfaisante aussi, il faut bien le dire pour l'utilisateur final. Mais ça Il y va avait une va pas les remplacer. pénibilité. Il y avait une Oui, il y avait une pénibilité même à pénibilité. l'usage, dans des ERP. Exactement. Exactement. Surtout quand on est obligé d'aller cliquer à 7 endroits différents pour, faire une tâche qu'on fait 50 fois par jour. Donc ça, c'est sûr que là, on a vraiment gagné quelque chose. Après, c'est sûr que les modèles, commerciaux de ces éditeurs de logiciels qui vendent un nombre de licences à l'utilisateur, ils sont potentiellement à réviser puisque, peut-être ce sera un seul utilisateur pour toute l'entreprise qui sera une IA et il y aura, derrière, 3 000 personnes qui communiqueront avec cette IA. Donc il y a certainement quelque chose à revoir dans leur modèle économique, mais en tout cas, ça ne les remplacera pas, de manière, complète. Et puis, vous avez utilisé un mot qui me semblait très intéressant tout à l'heure, que vous disiez que dans les propos de Sam Altman, qui disait que l'humain allait se commoditiser. Moi, je crois exactement le contraire. C'est Ouh là. l'IA qui va se commoditiser. En fait, lui, il le sait et le problème de la commoditisation, c'est que, au bout d'un moment, les gens n'y voient pas beaucoup de valeur économique dans le service et ça devient un truc normal qu'on utilise au quotidien. On n'appelle même plus ça de l'IA, c'est, voilà, c'est un truc, du quotidien et ça, c'est un danger pour son modèle économique parce que ça veut dire qu'on payera de moins en moins cher. Mais c'est pas l'humain qui va se commoditiser pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Il a des formes d'intelligence qui sont inaccessibles et indispensables au fonctionnement de l'entreprise, qui sont inaccessibles à la machine. Et donc c'est dans l'autre sens que ça va se passer. C'est la technologie qui se commoditise. On le voit bien, ils ont du mal à gagner leur vie, ces éditeurs, ils ont du mal à augmenter leurs prix. Les entreprises, elles réfléchissent à 3 fois avant de payer des licences copilotes pour leurs salariés parce qu'elles se disent: «C'est quand même cher, 30 € par mois. Peut-être que si c'était 5 €, ça nous irait mieux». Donc on voit bien que c'est pas gagné en fait la bataille économique, d'où, cette espèce de matraquage, de nos esprits et avec des messages constants nous disant qu'on est has-been et qu'on va être remplacé. Ah, j'aime bien cette question d'obsolescence de l'humain vis-à-vis de l'obsolescence, de la technologie quand on sort des nouvelles fonctionnalités, chaque matin, des punchlines, toutes les heures, on a l'impression Mmh. d'avoir un bruit, permanent sur le sujet. Là, les IA, les plus avancées, elles se battent, entre celles qui a le plus d'avance et donc on parle de 3 à 6 mois d'avance de la plus avancée par rapport à ses compétiteurs. Juste, faut pas perdre de vue que l'humain, il a 3 milliards d'années d'avance. Parce qu'il hérite de toute l'évolution en fait, de la vie et donc il est optimisé à un niveau qu'on a encore du mal à comprendre. Donc voilà, c'est pour relativiser aussi un peu tout ça. Mais ça revient à la question, d'une forme de taylorisme, c'est-à-dire qu'on Mmh. cherche à contrôler, l'entropie de la nature, Oui, exactement, par de la technologie. Je suis pas sûre en plus que ce soit vraiment de la science, mais par de la technologie. Hem et qu'en fait, d'une certaine manière, je sais pas, est-ce qu'il y aura pas une forme d'entropie, imposée par l'humain à exactement. la technologie? Alors en fait, c'est très intéressant que vous fassiez ce parallèle parce que, en théorie de la thermodynamique, il y a ce qu'on appelle le second principe, qui dit que dans un système qui est isolé, enfin qui ne communique pas avec l'extérieur, il y a une mesure physique qu'on appelle l'entropie qui a tendance à augmenter. Et c'est quoi l'entropie? Finalement, c'est une mesure de l'ordre et de l'organisation, enfin du désordre et de la désorganisation en l'occurrence. Et donc plus l'entropie augmente, moins c'est organisé. Ce principe, il est valable également dans le monde de l'information. C'est-à-dire que si on mettait des IA, comme on l'a fait certaines expériences qui parlent entre elles et cetera, on croit parfois qu'elles vont créer de la connaissance, mais c'est exactement le contraire en fait. S'il n'y a pas d'entrée d'informations extérieures, en fait, elles vont moyenniser la connaissance et elles vont, créer du chaos. Et la seule façon de créer de la connaissance, bah, c'est d'apporter des informations externes. Et aujourd'hui, c'est un des risques d'ailleurs, sur les IA avec par rapport à internet, puisque beaucoup de contenus sur internet sont générés par des IA. Si ces IA se nourrissent de ce contenu généré par des IA, on est exactement dans le système isolé dont on parlait juste avant, et donc elles vont se détériorer. Et donc la seule façon de continuer à améliorer la qualité des IA, c'est d'y apporter de l'information sourcée par l'humain. Donc on a besoin de l'humain, hein, il y a pas de moyen d'échapper à ça. Est-ce que l'humain, du coup, serait amené à, domestiquer, soigner, traiter, produire l'IA comme si, c'était des animaux dans une basse-cour, en fait? Alors
Pour blaguer, je dis souvent que IA, on dit que ça veut dire intelligence artificielle, moi je dis que ça veut dire informatique actuelle. Donc quelque part, ce qu'on a appris à faire avec les logiciels, on est en train aussi de le faire avec l'IA. Finalement, ce sont aussi une forme nouvelle de logiciels, qu'il faut, faire évoluer, il faut faire des mises à jour, il faut, les compléter. Simplement la façon de les compléter, de les mettre à jour n'est plus en écrivant du code, mais en lui faisant avaler des données. Mais le travail reste un peu le même. Alors on peut faire effectivement ce parallèle avec des animaux qu'il faut nourrir. Il faut les nourrir avec des données et il faut pas les nourrir avec leurs propres excréments, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Parce oui, bien que sûr. c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les IA, on leur donne à remanger ce qu'elles ont déjà, digéré une première fois, donc évidemment, ça va pas dans la bonne direction. Donc ce qui sera nécessaire si on veut continuer à faire les IA, il y a 2 issues, 2 voies possibles avec les technologies qu'on connaît. Le premier, c'est la spécialisation. On le voit d'ailleurs dans le domaine du développement, et du langage informatique. C'est une voie qu'a suivi, Anthropic Claude. Ils ont l'air de rien, ils se sont spécialisés de plus en plus sur le code informatique et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Et le deuxième, bah, c'est l'alimentation de ces IA avec des données, je dirais, fraîches, issues, de l'intelligence et de la production humaine. Et donc d'une certaine manière, en fait, la limite, c'est d'utiliser, l'IA, en utilisant internet. Si on réentraîne les IA sur du texte qu'on trouve sur internet, eh ben, on va forcément, au bout d'un moment, la dégrader si on ne fait pas le tri entre ce qui est produit par l'humain et ce qui est produit par l'IA. Est-ce que du si je reprends ce paradigme, c'est quand même le retour de l'organisation fermée? Parce que d'une certaine manière, pendant, les 10 dernières, 20 dernières années, on était sur l'idée que l'organisation, pour produire était obligée d'être ouverte, était obligée d'être connectée par des API, par, tout un système d'acteurs autour, donc des entreprises, des sous-traitants, des clients, et qui, sont aussi des sous-traitants. Enfin, il y a on va dire une protéiformité, des acteurs et des, parties prenantes pour une organisation qui allait de plus en plus vers une forme d'ouverture. Les consommateurs sont des utilisateurs, mais aussi, des fournisseurs d'informations. Est-ce que l'organisation, paradoxalement, va être poussée pour maîtriser la donnée et donner quelque chose de propre, heu, pour gérer ce chaos, cette entropie, à se fermer un peu plus? Peut-être un peu, dans le sens où c'est pas fermer les portes, mais c'est mettre en place des filtres et des Mmh. exigences vis-à-vis des tierces parties. Des Un peu barrières à comme l'entrée. des barrières à l'entrée ou des exigences. Un peu comme aujourd'hui, si vous voulez travailler avec une entreprise et que vous êtes, fournisseur de logiciels en mode SaaS, vous devez montrer patte blanche sur la cybersécurité. Donc ça, c'est une exigence que vous pose votre, fournisseur. On peut Mmh. tout à fait envisager que dans les années qui viennent, on va devoir imposer des exigences, sur, la «pureté» entre guillemets des données, qui sont, fournies par des tiers, pour s'assurer de ne pas venir polluer, en fait, les systèmes, d'intelligence artificielle interne qui pourraient être amenés à apprendre sur ces données-là. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait anticiper, comme quelque chose qui pourrait arriver, oui. Il y a quelques années, il y a pas si longtemps, hein, on avait, pas mal de cartographie des prochains métiers autour de l'IA, prompt engineering, Oui. orchestrateur, enfin voilà, ça a été, on va dire, une nouvelle niche et un appel d'air très intéressant économiquement, mais aussi une forme de Mmh. renouvellement des compétences, de certains métiers. Comment vous le voyez, vous, pour votre secteur? Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir de nouvelles ouvertures, sur les profils et les actions qui pourraient en découler, heu, pour, heu, pour votre organisation? Alors, il est certain que l'IA apporte des évolutions dans les métiers et aujourd'hui, on peut penser que la grande majorité des métiers vont voir, la façon d'être exercée évoluer. Un peu comme on a vu, finalement les métiers évoluer quand l'informatique est arrivée ou même si on remonte plus loin dans le passé, quand l'imprimerie ou quand l'électricité sont arrivées, qui sont des révolutions technologiques, qu'on peut comparer d'une certaine manière. Ce qui est sûr, c'est que les projections, qui ont été faites par le passé, auxquelles vous faisiez référence, aujourd'hui ont été largement, fausses. Parce qu'en fait, on a du mal, ou les personnes qui les ont produites ont du mal à projeter en fait, 2 choses. La première, c'est de quel métier on va avoir besoin pour faire de l'IA, puisque les technologies avançant très vite, on a du mal à le savoir. Et puis deuxième chose, c'est comment elle va transformer les différents métiers qui existent. Et moi, j'aime bien, dans mes conférences, je montre souvent un graphique qui date de 2023, on voit l'impact de l'IA sur les métiers, et quand on le regarde avec les faits d'aujourd'hui, les données, en fait, on se rend compte que c'est complètement faux.
Notamment, on voyait que la secrétaire allait être remplacée, complètement par l'IA sous 2 ans, alors qu'en fait, je peux vous assurer qu'une assistante de direction ou un assistant de direction, en fait, il fait des tâches tellement complexes et tellement variées que l'IA est, aujourd'hui absolument incapable de prendre, plus que 5 de son travail. Donc on voit bien que ces projections-là, elles viennent d'un modèle du travail qui est à la fois, biaisé et condescendant d'une certaine manière, qui consiste à souvent, imaginer que, bah, une personne, c'est ce qu'on disait en introduction de ce podcast, c'est une somme de tâches et en fait, ce n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est le premier piège, c'est de penser le métier comme une somme de tâches. Deuxième piège, c'est de parmi ces tâches-là, de se dire que tout va pouvoir être fait par la machine. On en a cité tout à l'heure quelques-unes que la machine ne peut pas faire. La créativité originale, ça c'est impossible pour la machine. L'esprit critique, la déontologie, est-ce que c'est moral ou pas moral? Ça relève pas de la machine, ça. Et enfin, il y a aussi sur les nouveaux métiers qui sont liés à l'IA, pour le coup là, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que le métier du data scientist qui était très fortement poussé à un moment donné, il est en train de décliner un petit peu en termes d'impact et de besoins dans les entreprises, parce qu'il y a une commoditisation des algorithmes qui commence déjà à se mettre en place. Donc aujourd'hui, ça devient, faisable pour, quelqu'un comme, qui a un cursus informatique standard de faire des algorithmes, à condition que ce soit pas trop compliqué, hein, ce qu'on veut faire ou qu'il y ait pas besoin de trop régler les paramètres. Mais par contre, on voit apparaître, des ingénieurs IA, donc qui eux sont, des gens qui sont spécialisés dans les outils informatiques autour de l'IA et qui vont savoir mettre en place des agents, ce qu'on appelle des RAG, donc des chatbots spécialisés, pour une entreprise particulière et cetera. Donc ça, c'est le métier qui vraiment est en train d'évoluer et en corollaire, le métier de data engineer, donc c'est un peu les gens qui sont chargés de mettre en place les tuyaux de données entre les différents systèmes, qui eux n'ont jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui parce qu'il faut connecter tous les systèmes des entreprises, pour justement faire de l'IA. Ces derniers temps sur les réseaux, j'aime bien faire de la veille dessus et j'ai vu pas mal d'ingénieurs qui montrent qu'ils sont en train de prendre un café pendant que la Mmh. machine générait du code et qu'ils devaient itérer à plusieurs reprises pour une virgule, pour, je sais pas, des choses qui paraissent, complètement, on va dire, caricaturales ou symboliques. Est-ce qu'il y aura pas une crise du sens, du métier, heu, qui était autour, de l'informatique, en fait, et qui jusque-là était une forme de filière reine, on va dire des métiers scientifiques, et qui étaient jusque-là, considérés comme, un avenir protégé? Alors je ne crois pas ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, aujourd'hui, si effectivement, il faut avoir un certain niveau de compétence IA pour bien coder avec une IA. Pour prendre un parallèle un peu de la vie quotidienne, c'est si vous essayez d'enfoncer un clou avec une perceuse, évidemment c'est possible, mais c'est pas forcément idéal. Et donc en fait, si on n'a pas bien, pris le temps d'apprendre en tant que développeur informatique à utiliser l'IA pour ce qu'elle peut offrir de meilleur et à ne pas l'utiliser pour ce qu'elle ne sait pas faire, en fait, on peut en avoir un usage très compétent, très utile, très intéressant et j'allais même dire satisfaisant, puisque comme dans tout métier dans l'informatique, il y a des tâches rébarbatives. Implémenter par exemple des tests unitaires, aller, faire, des appels à des API, qui sont ultra standards et sans aucune question à se poser, ça c'est embêtant, c'est ennuyeux. Donc l'IA, elle le fait très bien et tant mieux. Par contre, il faut savoir s'en servir et donc on fait pas ça n'importe comment. Il faut évidemment être capable de contrôler ce qu'elle a fait, lui apporter ce que j'appelais tout à l'heure l'esprit critique, ça c'est l'humain qui l'aura. Donc en ce sens-là, c'est vraiment une évolution du métier et puis, comme il y a de plus en plus de systèmes informatiques et de systèmes d'IA, bah, on a toujours besoin de beaucoup de personnes compétentes. Donc ce que je crois surtout, c'est que là, on est dans une phase de transition dans lesquelles les entreprises: «Super, on n'a plus besoin de juniors, on a qu'à mettre des IA partout». Sauf que, bah, non, en fait, ils sont en train de créer des systèmes avec beaucoup de dettes techniques que personne ne saura maintenir et puis ils sont pas en train de renouveler leur personnel, pour les 10 années qui viennent. Donc, en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est comme toujours, c'est jamais aussi simple que ce qui est dit, mais si on prend, le modèle, on va dire, des SS2I en exemple, il y Oui. avait une forme de pyramide, Mmh. entre les juniors, les seniors, et Ouais. on va dire les directeurs, et que les juniors, même s'il y avait un fort turnover, il y avait une forme d'accélération de l'apprentissage. On apprenait Mmh. énormément, C'est même ça. avec des tâches très ingrates, et c'est comme ça qu'on apprenait le métier aussi avec, ces aspérités-là. Est-ce que le fait, et d'ailleurs peut-être que c'est ce qui explique le ralentissement du recrutement, est-ce que les entreprises informatiques,
ou de digitalisation ont du mal aussi à configurer les nouvelles organisations. C'est-à-dire, on peut plus être Oui. dans une forme pyramidale, c'est plus possible. Le modèle d'affaires ne peut plus tenir ça. Oui, oui, absolument et on peut rajouter aussi une composante qui était le offshoring, c'est-à-dire on faisait Mmh. faire les tâches à très faible valeur ajoutée, dans des pays, à main-d'œuvre, moins chère. Et Mais effectivement, ouais. Donc cette et qui ont partie-là, récupéré l'expérience derrière, hein. voilà, c'est ça exactement. C'est comme ça qu'on a vu apparaître des géants informatiques en Inde, extrêmement compétents, par exemple. Hem, En fait, c'est une question multidimensionnelle, mais par rapport au offshoring, certainement peut-être que le fait de développer avec de l'IA, quand on sait bien le faire, va réduire le offshoring et apporter finalement des travailleurs, pour faire des tâches à basse valeur ajoutée, encore moins chères par l'IA que par, des personnes, qui le font. Et puis deuxième question sur la reconfiguration des organisations, oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde, l'exemple que vous donnez, le modèle, en fait, finalement, c'est stratifié par âge ou par nombre d'années d'expérience dans l'entreprise. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour avoir un usage compétent de l'IA, c'est une très bonne idée de mélanger les seniorités entre elles. C'est-à-dire, ce qui marche assez bien aujourd'hui dans ce type d'entreprise, c'est d'avoir des juniors avec des seniors. Pourquoi? Parce que Mais les ça, jeunes. je l'ai suggéré parce que j'en ai Ouais, parlé récemment avec des acteurs. J'avais dit, mais en fait, il faut penser au modèle de maître apprenti, d'avoir des oui, duos qui exactement, travaillent. exactement. Et de reverse mentoring aussi. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils sont tout feu tout flamme sur l'usage de l'IA, et ils vont vouloir tout faire avec l'IA. Et certains, plus seniors, statistiquement, hein, vont être beaucoup plus réservés et vont dire: «Oh non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire à la bonne vieille façon». Et en fait, en confrontant au quotidien ces 2 attitudes, on va les faire évoluer toutes les 2. C'est-à-dire que le junior va tempérer un peu son ardeur et apprendre qu'effectivement, il y a des choses où il a besoin, lui, d'être en maîtrise et de savoir développer lui-même pour pouvoir critiquer ce que fait la machine. Et le senior, il va prendre conscience qu'il y a des choses qui sont tout à fait faisables avec la machine et qui peuvent lui faire gagner du temps. Donc cette mixité des âges et des profils, finalement, va apporter une coévolution de l'ensemble des personnes de l'équipe qui va être favorable et beaucoup plus raisonnée, tout en prenant la vague de l'IA de manière intelligente. Surtout que d'une certaine manière, enfin, pour avoir implémenté quelques projets de ce type de transformation, on le plus grand danger, c'est la transmission des savoirs. Quand on n'a plus, Ouais. l'historique, quand les personnes sont parties, même si on a écrit, des lignes de code, en fait, il y a toujours, une part d'invisible, qui n'a pas été documentée. Bah, c'est pas grave, l'IA, elle observe tout, elle saura tout. Alors non, je blague évidemment. Vous connaissez peut-être cette anecdote, à la pyramide du Louvre, ils ont eu, un jour une vitre qui s'est cassée et ils ont demandé, enfin ça arrive assez régulièrement, ils ont demandé au fabricant de leur fournir, une vitre de remplacement. Et un jour, la vitre qui a été livrée pour remplacer a été mise en place, elle s'est effondrée immédiatement. Elle est cassée. Et donc ils en ont fait une autre, pareil, elle s'est cassée. Et en fait, en investiguant, les causes de ça, ils se sont rendus compte que sur la chaîne de production de l'entreprise qui fabriquait les vitres, il y avait un vieux monsieur qui était là depuis 30 ou 40 ans et qui faisait, qui avait une tâche particulière dans la construction de la vitre et qu'en fait, quand il est parti, en fait, ils n'avaient pas pris conscience qu'il avait entre guillemets «des secrets de fabrication». Alors c'est pas qu'il voulait les garder secrets, c'est qu'il avait juste pas pensé à le dire, qui Mmh. faisait qu'on savait plus, en fait, on savait plus faire ces vitres. Donc c'est un exemple que je trouve extrêmement illustratif, en fait, du savoir, et qui rejoint notre, 1re conversation autour de décomposer un métier en termes de tâches. En fait, on voit bien à travers cet exemple que c'est beaucoup plus que ça un métier et donc il y a un vrai challenge, comme vous l'avez souligné très justement, sur la propagation du savoir, la perpétuation du savoir et qu'effectivement des modèles maître-apprenti, sont probablement une des solutions pour, pallier en fait, les risques, que vous avez identifiés. Ce qui m'étonne, c'est que dans ce système, on va dire ce marché-là autour de l'IA, il y a les producteurs, si je caricature, de données, enfin de modèles, les producteurs de modèles. Il y a les consommateurs qui vont être, des entreprises ou des particuliers et que, les producteurs, j'ai soit ils sont dans une forme de dogme, soit ils ont une forme d'inexpérience du réel, du travail des organisations. Parce que parfois, on a l'impression qu'ils vivent dans leur discours dans un monde parallèle, Mais où, c'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont pointus et compétentes sur l'IA sont beaucoup, enfin, dans la réalisation technique de l'IA sont beaucoup des jeunes, des gens de personnes assez jeunes, Oui. qui ont une expérience de la vie relativement plus faible. On en a vu une démonstration éclatante du problème que ça pose à travers l'initiative Doge, là, aux États-Unis, quand Elon Musk est arrivé pour, finalement, réduire les dépenses de l'État. En fait, il est arrivé avec une équipe de très jeunes, alors qui ont tout coupé en se disant: «Non, mais ils ont rien compris les vieux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, nous on va leur expliquer». Et puis on s'est rendu compte que, bah, l'État ne savait plus faire un certain nombre de choses qui étaient dans ses missions fondamentales, parce que, bah, par manque d'expérience en fait, et par manque de confrontation au réel, l'équipe en fait qui était en charge, elle a pris des décisions qui semblaient de bon sens, mais qui manquaient de beaucoup, beaucoup d'informations de la réalité. Pour être prise. En fait, le problème avec le réel, c'est quand vous lui tournez le dos, il se rappelle toujours à vous, hein. Donc ça marche aussi dans l'intelligence artificielle. Et pour vous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une forme de projection positive, ou bien, il y a une forme de stress quand même, face à cette, effervescence? Je vais utiliser ce mot neutre. Ouais. Alors, je suis dans des organisations qui sont plutôt, des organisations innovantes et qui ont, plutôt, une appétence pour la nouveauté, et pour je dirais ce qui fait évoluer, nos métiers. Donc les équipes que je manage sont plutôt positives, sur l'IA, d'autant plus qu'elles en fabriquent et donc elles savent ce que c'est, en fait, comment ça marche. Dans les organisations où j'interviens comme consultant ou comme accompagnant, je dirais, du changement, ce qui est très important, c'est de repartir du besoin des gens, en fait, plutôt que de leur dire: «C'est comme ça qu'ils doivent travailler». Parce que quand on fait un métier de manière répétitive ou que depuis avec de l'expérience depuis un certain nombre d'années, on sait ce qui va pas, on sait ce qu'il faudra améliorer. Et donc c'est ça qu'on essaye de collecter, pour que, finalement on apporte davantage, en premier lieu en tout cas des IA qui vont venir aider les métiers. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs et les statistiques, qui sont faites par des sociologues comme Ian Ferguson le montrent. C'est que finalement l'impact, majeur d'un projet avec des agents, par exemple dans une entreprise, c'est la satisfaction des utilisateurs. Parce qu'en fait, on n'est pas, enfin tout le monde est, il y a très peu de monde sur cette terre qui aime bien faire toujours la même chose, de manière répétitive et désagréable tous les jours, bien entendu. Et donc, l'IA quand elle libère en fait de ça, elle peut libérer parfois du temps assez conséquent et ce qui permet de faire mieux son travail finalement. Puisque quand j'ai des clients à l'autre bout du fil et que j'ai pas le temps de leur répondre correctement parce que j'ai 200 tâches à faire, bah, si, finalement ma machine va me faire les tâches les plus faciles, 80 de mes tâches, mais que moi je vais avoir du temps supplémentaire pour appeler le client, pour essayer de résoudre la situation, pour lui apporter un service supplémentaire, bah, là pour le coup, moi en tant que travailleur, ça m'apporte de la satisfaction et mon client aussi. Et donc c'est ça que ça va apporter. Aujourd'hui, c'est dans la satisfaction globale des organisations et de ces interactions avec l'extérieur qu'on trouve le plus d'impact de l'IA. Vous aviez publié que votre région des Hauts-de-France avait, on va dire une forme, de d'avance et d'avant-gardisme, sur, ce domaine-là. Heu, Pouvez-vous nous dire, pour quelles raisons ou quels sont les facteurs clés de ce succès-là? Alors il y a plusieurs raisons, je dirais le premier c'est qu'on a des locomotives en région, hein, à travers les grandes entreprises, il y a des très, très grandes entreprises qui sont basées, dans les Hauts-de-France, notamment dans le domaine de la grande distribution, hein. On connaît tous Auchan, Leroy Merlin, Decathlon et Bonduelle et d'autres. Et puis il y a des industriels, des très grands industriels comme Roquette, comme Le Safre, enfin et un certain nombre d'entreprises de haute technologie également dans le domaine de l'automobile ou des transports. Ce qui fait qu'on a un écosystème, humain autour de ces entreprises-là qui est pointu. Le deuxième point, c'est qu'on a une région qui a souffert de la crise industrielle des années 80 et qui s'est tournée vers un esprit d'innovation. Parce que quand on est au fond du trou d'un point de vue industriel, la façon de ressortir, c'est par l'innovation. Donc il y a une capacité d'innovation qui est probablement supérieure sur notre territoire que dans les autres. Et puis enfin, avec la Cité de l'IA, on a créé un outil, qui permet aussi l'accélération de l'adoption de l'IA dans les entreprises. On leur permet de maturer plus vite, peut-être que d'autres territoires sur ces sujets-là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus du coup sur la Cité de l'IA? C'est le moment d'en parler. Tout à fait. Donc la Cité de l'IA, c'est un réseau d'entreprises, hein, qui est porté par le MEDEF de Lille Métropole, donc c'est vraiment destiné au succès des entreprises. On a, un certain nombre d'initiatives, qui sont là pour aider en fait nos adhérents à soit, prendre le train de l'IA pour la première fois, soit quand ils sont déjà dans le train à aller plus vite, plus loin, et puis pour ceux qui sont déjà très avancés, à aller chercher les étapes suivantes. Et donc ça se matérialise par, des événements de sensibilisation. Le podcast Les Carnets de l'IA dont vous parlez tout à l'heure en est un exemple. Et puis on fait aussi par exemple des ateliers dans lesquels on va faire se réunir régulièrement, des membres, d'une même profession, par exemple des directeurs, des ressources humaines,
Ils vont se réunir tous les 2 mois et puis ils vont réfléchir ensemble à ce que va apporter l'IA dans leur métier. On fait ça dans le domaine de la supply chain, dans le domaine aussi technique comme les data scientists ou les développeurs. Et donc c'est en animant cet écosystème qu'on fait se diffuser les bonnes pratiques et puis on donne de l'envie aussi aux entreprises. Il y a un côté très positif d'être membre de la Cité de l'IA. Et puis enfin, on fait un grand événement annuel qui aura lieu cette année le 15 juin sous le patronage du président de la République. Et donc qui va permettre à 1500 professionnels de tous les métiers qui s'intéressent à l'IA de venir passer une journée assez exceptionnelle en termes de contenu. Ils vont en avoir vraiment pour en une journée, ils vont en apprendre autant que ce qu'ils en ont appris sur les 12 derniers mois sur l'intelligence artificielle. Nous inviter Non, alors, rendez-vous ah pris. bah vous pouvez. Voilà, très bien. Avec grand plaisir. Toujours assez intéressant aussi de valoriser les initiatives dans les territoires, parce que tout ne se passe pas forcément ni à la Silicon Valley ni à Paris. Donc, Absolument. à ce propos, est-ce que vous pensez que en France, on a les conditions d'émergence de champions de l'IA, au-delà de Mistral, et d'une industrie solide autour de l'IA? J'ai envie de dire, c'est contrasté. D'une part, on a un certain nombre d'ingrédients nécessaires, indispensables à l'émergence des champions. Et c'est pour ça qu'on a effectivement Mistral ou la start-up que vient de financer Yann Lequin pour 1 milliard de levée de fonds, ce qui Amilab. est quand même un record. Voilà, exactement, un record extraordinaire. Donc, on a cette capacité. Après, ce qui manque beaucoup, en fait, c'est deux choses. Enfin, c'est trois choses même précisément pour que ce soit beaucoup plus puissant. Le premier, c'est un marché qui soit plus dynamique sur l'innovation. Et là, on est vraiment pénalisé par rapport à l'Asie et aux États-Unis sur ce côté-là, hein. Malgré les forces des Hauts-de-France, on reste en retrait. Nos entreprises restent frileuses sur l'innovation. Nos entreprises, je parle de l'économie traditionnelle. Oui, Parce c'est que, l'argent et les deals avec les grands comptes. Il y a la question des oui, levées, oui, mais il y a aussi ouais, des deals qui sont assez impressionnants aux États-Unis, qui mmh, sont signés avec des grandes entreprises exactement. Avec des startups, ouais. pour expérimenter en fait. Tout à fait et ça nous manque vraiment et donc c'est à la fois, le manque de culture des dirigeants sur ce que c'est que vraiment que l'innovation d'entreprise et puis des cadres métiers, qui n'ont pas forcément envie de prendre des coups en faisant de l'expérimentation, parce qu'on leur demande de délivrer des résultats et donc voilà, comment en fait on fait changer cette culture dans les entreprises, pour les faire aider. Ensuite, il y a un sujet, sur, le financement, hein, puisque là, on est sur des choses qui sont assez exceptionnelles avec Mistral et avec la start-up de Yann Lequin. Mais en fait, aux États-Unis, vous l'avez dit très bien, il y a des contrats avec des grandes entreprises, voire des contrats publics qui contribuent, de clients du coup, qui contribuent fortement au financement des entreprises et qui leur donnent beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et donc ça, c'est vraiment 2 facteurs, qui sont très limitants. Et puis le troisième, mais qui a tendance à disparaître un peu, c'était qu'il y avait un manque de culture entrepreneuriale qui aujourd'hui, pour le coup, on peut rendre hommage aux 10 dernières années, là où ça a vraiment évolué fortement, en France et en Europe, où là, je dirais, on a rattrapé notre retard sur ce sujet-là. Et donc il reste ces 2 sujets du financement et de l'appétence pour l'innovation. Ce qui est frappant, c'est quand même le coût nécessaire pour atteindre des niveaux de capacité, des niveaux d'énergie nécessaires à capter pour produire cette IA Ouais. dans les faits et non pas être dans un prototype. C'est Mmh. que il il y a quand même des barrières à l'entrée pour avoir on va dire des acteurs généraux et d'ailleurs ça se voit parce que d'une certaine manière, il y a une forme de spécialisation des acteurs pour, heu, Ouais. pour la France entre la santé, la défense, peut-être le retail ou la logistique. Ce qui fait que Mmh. finalement, il y a des spécialistes qui émergent parce que ça coûte moins cher en découpant le marché. Oui, il y a ça, puis, en fait, si vous voulez, pouvoir vraiment percer sur une technologie de rupture, et non en fait, faire de l'innovation incrémentale, L'incrémental. on sait faire. C'est-à-dire, on améliore un petit peu et cetera et ça demande c'est pas forcément très intensif en capitaux parce qu'on va faire un peu mieux que ce qui existe déjà et ça va rentrer dans les cases mentales des gens qui sont, là pour l'acheter. Par contre, quand on veut faire des choses vraiment de rupture, si vous n'avez pas des montants, extrêmement élevés de financement, en fait, vous n'avez pas 2 choses. La première, c'est la crédibilité, auprès des grandes entreprises. Si vous avez, je sais pas, 50 millions de financement, ça peut paraître beaucoup, mais si vous cherchez à convaincre des cadres, dans toute une industrie,
en fait, ils vont commencer à lever les yeux, si vous avez plusieurs centaines de millions de financements en se disant: «Bon, bah, là, c'est un peu sérieux, quoi». Ça, c'est le premier sujet et puis le deuxième sujet, c'est que ça coûte extrêmement cher, en fait, «d'évangéliser» entre guillemets, comme on dit, un marché, c'est-à-dire de lui faire comprendre, quelles sont les innovations et comment elles peuvent venir impacter leur quotidien et ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a ces grands succès aussi aux États-Unis parce qu'ils arrivent à mobiliser des sommes d'argent absolument colossales autour de quelques entreprises et du coup, ça crée quelque part, la la D'émulation, enfin voilà. la réassurance, aussi que c'est sérieux et ça, c'est vraiment un point qui nous lie. Est-ce que, par rapport à, heu, on va dire le podcast, mais aussi, par rapport aux rencontres avec, vos clients ou prospects ou, pairs, est-ce qu'il y a une question qui vous tracasse et que vous n'osez pas poser sur ces questions d'IA? Moi-même, je dirais comme c'est mon quotidien et que je ne fais que ça, en général, quand j'en ai une qui me traverse l'esprit, je m'y penche dessus, Non, c'est plus, des questionnements par rapport à l'avenir, je dirais que je peux avoir. C'est, hem, est-ce que, on va être capable en Europe à la fois de faire émerger un écosystème et de défendre aussi, les valeurs qui font, qu'on est le territoire qu'on est? C'est-à-dire, que ce soit l'IA pour tout le monde et pas seulement pour une élite et que ce soit pas l'occasion aussi d'accentuer la captation de valeur, par certains acteurs, qui sont, malheureusement, pas majoritairement européens. Est-ce qu'on va savoir se défendre contre ça? C'est pas entre mes mains, mais en tout cas, c'est une préoccupation qui doit concerner tous les citoyens, je pense et à ce titre-là, on ne peut que se réjouir qu'il y ait des tentatives de réglementation en Europe, même si elles sont, maladroites et certainement imparfaites et qu'elles s'ajoutent à toutes les réglementations précédentes qui sont assez pénibles. Mais je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver un espèce de chemin entre de la simplicité réglementaire, mais l'affirmation solide de certaines valeurs sur lesquelles on ne doit pas renoncer. Écoutez Manuel, on rentre dans, le money time. Quel est votre outil de travail? Alors, j'en utilise un certain nombre. Alors, mon outil de travail numéro un, c'est le train, puisque je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup. Je vais voir beaucoup de gens et je suis souvent en déplacement, et puis, bah, je fais un travail de conseil et de dirigeant, donc j'utilise beaucoup des outils de bureautique essentiellement, et puis, je fais aussi beaucoup d'usage de l'IA et j'en utilise une grande variété en fonction de ce que j'aime faire. J'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je suis pas affilié à une seule chapelle à ce titre-là. Est-ce que vous avez une expression favorite au travail? C'est quand, on a un doute, c'est qu'il y a pas de doute, ça c'est quelque chose que je dis assez souvent. C'est plus une phrase de manager, on va dire. Est-ce que vous auriez rêvé de faire un autre métier? Ah j'aurais aimé être artisan, j'adore, travailler avec mes mains et faire des choses, très concrètes. Vous avez une passion, qui, vous occupe, les week-ends? C'est variable en fonction des périodes, mais en ce moment, oui, je suis pas mal sur le bois et le bricolage, ouais. Mmh. Écoutez, comme quoi on peut être, dans des métiers de col blanc et favoriser les métiers, manuels. Alors, dernier passage pour à bout de taf et je pense que, notre invité va connaître, la référence. Je vous invite à lire, Chomsky, donc Noam Chomsky et je suis tombée sur ce livre, donc je vais vous lire un petit passage. «Le langage et la pensée». On a pas mal parlé de langage, de sens, Mmh. de discours, donc j'ai trouvé un passage que je vais partager avant de vous dire, merci. Nous ne comprenons pas et pour autant que nous sachions, nous n'arriverons peut-être jamais à comprendre ce qui rend possible l'utilisation du langage comme instrument d'expression libre de la pensée et des sentiments pour une intelligence humaine normale, ou, en l'occurrence, quelles qualités de l'esprit sont impliquées dans les actes relatifs de l'intelligence qui sont caractéristiques mais non uniques ou exceptionnels d'une existence véritablement humaine. Un peu plus loin, et je vous promets, j'ai fini. Le peu que nous sachions de l'intelligence humaine suggérerait au minimum quelque chose de très différent, à savoir qu'en réduisant l'étendue de complexité du matériau proposé à l'esprit curieux, qu'en fixant des modèles comportementaux très déterminés, ces méthodes sont susceptibles de nuire au développement humain normal des aptitudes créatives ou de les déformer. Je pense que ça résume un peu, tout le sujet qu'on a pu aborder lors de cet Ouais, épisode. très Est-ce que intéressant. vous avez des références de livres qui peuvent être suggérées à nos invités et qui soient même plus accessibles que Noam Chomsky?
Bah, je recommande souvent de relire, Michel Serres, Petite Poucette, en fait, où il a une réflexion sur les nouvelles générations par rapport à la technologie et je pense que c'est une pensée puissante et simple, qu'il est toujours bon d'avoir en tête. Merci beaucoup, Manuel. On a le plaisir, de vous écouter et de continuer à vous écouter, sur les carnets de l'IA et puis, n'hésitez pas à soutenir, Manuel dans ses travaux, ses publications et à, découvrir, ce qu'il, poursuit comme, travaux. Merci beaucoup, Manuel et puis Merci beaucoup. n'hésitez pas, chers auditeurs, à ajouter un pouce bleu, comme on dit sur YouTube, à partager autour de vous et à témoigner de votre réalité au travail et ce qui vous inquiète autour de l'IA, mais ce qui vous enthousiasme aussi. Merci et à très bientôt.